تفضل سي محمد، السلام عليكم. Salam alaikum à Sonordine, salam alaikum à toute la famille. Encore une fois, toujours très heureux de retrouver Radio Al-Gharbast avec plaisir. Bon, s'il n'est pas trop tard, encore une fois, pour nos éditeurs, j'espère qu'ils ont eu l'Aïd al-Mubarak et que la communauté musulmane, Inch'Allah, va se ressaisir face à ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est-à-dire ces problèmes, ces attaques auxquelles cette communauté fait face tous les jours. L'analyse que moi je fais montre que la question des minorités musulmanes en France, elle se situe au croisement de trois enjeux dont toi et moi on a déjà parlé très très souvent, la liberté d'expression, les représentations médiatiques et maintenant de plus en plus la compétition politique. Et ce qui me gêne, c'est que nous sommes rentrés maintenant dans les débats politiques où le racisme, entre guillemets, la discrimination contre la communauté musulmane et notamment la communauté algérienne en particulier, ça devient dans le domaine de la normalité. Tfadal. Oui, c'est vrai que c'est Mohamed, nous qui vivons ici en France depuis pas mal d'années, c'est vrai que ces derniers temps, ça a dépassé les limites. Je vais vous donner un exemple. Bro. Il y a 4 ou 5 jours de ça, M. Bordel, là, qui a été interviewé pendant 2 heures de temps. À un certain moment, il disait comme quoi que la communauté algérienne occupe 44% des logements sociaux. 44% des logements sociaux. Et quand on se base, Hmm. si on voit le chiffre des logements sociaux en France, il dépasse les 5 500 000. Donc, s'il y a 44% de logements sociaux par les Algériens, c'est grave. Il y a un mensonge éhonté. يعني ما بقاش يسني يكذبوا قال je mange pour هذا الاول. Et moi, ce qui me gêne, c'est Mohamed, c'est que de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas une presse qui puisse répondre à ces gens-là avec des chiffres et avec يعني, pour montrer ce qui se passe. Voilà, parce que là, c'est une. Et de toutes les communautés, et pas que de l'Algérie, Hada, c'est le futur président, peut-être qu'il sera président en 2027. Un bonhomme qui lui-même, que son grand-père, il vit au Maroc, il est devenu musulman, il est marié avec une Marocaine et il vit au Maroc. Même lui, il est d'origine algérienne, mais il y a une haine viscérale en ce qui concerne le Hajj. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette communauté, elle est visible, c'est moi. Elle est visible. On ne peut plus la cacher, moi. Il y a le maire socialiste de Saint-Ouen qui disait comme quoi qu'il avait interdit à des gens qui vendaient du poulet rôti dans les. Ouais. Ah, c'est des poulets rôtis parce que c'est la discrimination, machin et tout ça et tout ça. Et les McDo depuis des années, vous n'avez jamais parlé de cette bouffe, de cette malbouffe, si on peut l'appeler comme ça. Et là, vous n'en parlez Mhm. pas. Donc, pour eux, ils n'ont plus d'arguments. D'ici 4 5 ans, je crois peut-être 2032 ou 2033, il y aura 1 700 000 enfants déjà qui sortiront de l'école. Il n'y a plus d'élèves. Donc, ils savent que le remplacement, si on peut employer ce terme de remplacement, il est en cours de réalisation. Remplacement, ça ne veut pas dire détester la France. Remplacement, ça ne veut pas dire euh, Patrice Duhamel, il a été interviewé et on lui a posé la question sur le remplacement. Il a dit au 19e siècle, c'était aussi pareil. Il y a toujours une vague de gens qui viennent et c'est tout à fait normal. Et la France, elle s'est faite comme ça. C'est pas Mhm. simplement aujourd'hui que la France qu'on va, une nouvelle France. Simplement, il y a cette peur, ces journaux, comme aujourd'hui que la presse, elle est aux mains du célèbre Bolloré, et c'est lui qui dit, voilà, il a des journalistes à ça, et on attaque. Qu'est-ce qu'on attaque? On attaque c'est pas que le plus faible, parce que le plus faible aujourd'hui n'est pas faible. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, de partout. La communauté algérienne, elle est visible dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est des gens quand même qui traînent pas la savate qui m'égoulou. Et là, ça les gêne. Voilà. Tfadal, c'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. Ben, moi, tu sais, les chiffres que tu me donnes sont effarants. Puis moi, encore une fois, ce qui m'inquiète le plus, c'est que maintenant, de plus en plus, il y a le racisme que tu viens d'exprimer. En France, c'est devenu une normalité. Moi, si je prends par exemple, en suivant les débats politiques, les attaques politiques, il y a une polarisation.
du débat public au lieu de parler des problèmes, toi, que tu viens d'énumérer si localement, c'est-à-dire de cette communauté musulmane, de ces logements sociaux, de ces laissés pour compte, etc. Pourquoi on ne parle pas justement comment dire, de cette communauté musulmane qui est très bien intégrée? Quand tu vois le nombre de médecins qu'il y a, le nombre de professeurs, le nombre de chercheurs, pourquoi on ne parle pas de cela? Pourquoi il faut que ce soit les attaques politiques? Et pourquoi je dis les attaques politiques? En France, c'est un pays où il y a comment dirais-je, il y a un éveil politique et ils sont très politisés. Et je crois que parmi l'Europe, la France est le pays le plus politisé. Mais en ce qui concerne cette émigration, les étrangers en général, et puis la religion musulmane, là, on n'en parle pas, si ce n'est dans des termes les plus virulents, et on dirait que la communauté musulmane et cette émigration en France, c'est le cancer de la France dont personne ne veut prendre conscience et on ne veut pas se guérir de cette maladie de l'extrême droite qui est en train d'attaquer d'une manière des plus virulentes. Mais ce qui m'inquiète encore plus, et je répète l'aspect politique, c'est ce que repris par les politiciens. On parlait, toi et moi, tout à l'heure de Benjamin Stora. Lorsqu'on voit ce qui lui est arrivé dans les médias, on l'invite. C'est un historien. On sait quelles sont ses positions. C'est un intellectuel, c'est un académicien qui a toujours été, à mon avis, très honnête et intègre dans ses présentations des problèmes. On veut lui faire parler d'un Amir BZ. Mais c'est ça un petit peu, Nordine. Je ne sais pas si j'essaie de mettre en exergue, toi qui vis là-bas, ce problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette vague dans les médias? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette vague de l'impunité des attaques contre comment dirais-je, la communauté musulmane et algérienne en particulier? Tu disais de l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée, je pense que lorsqu'on va rétablir des relations diplomatiques, lorsqu'on va rétablir une espèce comment dirais-je, de plateforme pour construire un pont entre les deux rives. Bon, il y a Ségolène Royal qui était là-bas. Je pense qu'elle a fait un très bon job en Algérie. Il y a le ministre de l'Intérieur qui lui-même est, enfin, dans la famille d'origine d'Algérie. Mais je ne vois pas le suivi, ni d'un côté, ni de l'autre, à part ces quelques discours de il y a quand même, je crois qu'il y a une honnêteté de la part du ministre de l'Intérieur, de Ségolène Royal, de Benjamin Stora et d'autres encore. Mais il n'y a pas l'écho au niveau politique. Il n'y a rien qui suit derrière. Et des deux côtés, si ce n'est qu'il y a une radicalisation des deux côtés. On rappelle les ambassadeurs, on veut faire des CQF, comment tu appelles ça, les gens pour les renvoyer de France, etc., sans même leur donner le droit de se défendre. Et ça, Nordine, je m'excuse, je suis peut-être un petit peu émotionnel en expérimentant ça. Jusqu'à quand ça va durer? Non, Avec une communauté qui compte plus de 6 millions. Tfadal. non, c'est Pardon. Mohamed, c'est sûr que pour s'arrêter, ça s'arrêtera, c'est sûr. Mais il faut simplement savoir combattre le fléau. Combattre le fléau, c'est par la communication. Il n'y a pas autre chose. Oui. Il faut que simplement, c'est pour ça, là, de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont la possibilité. Il y a de répondre. Moi, je ne veux pas de repentance. Moi, je ne veux pas qu'on va m'indemniser pour tous les crimes qui ont été commis. Tout ça, on laisse de côté. Il faut simplement que le peuple français sache qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. C'est tout, ni plus ni moins. Et s'il y a eu des deux côtés qui ont été, qu'on les mette sur la table. Il faut montrer au peuple français. Et jusqu'à présent, la France n'a jamais parlé. Si Mohamed, vous avez été à l'école française, vous avez été à l'université, qu'est-ce qu'on nous racontait en Algérie, par exemple, de la colonisation? Qu'est-ce qu'on nous racontait, par exemple? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé. On nous parle de 1830, Sidi Ferruche, Bugeaud, la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a rien. C'est ça. Donc, il faut s'adresser au peuple français. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé. C'est 132 ans. Ce n'est pas une affaire donc, c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, une ville comme Marseille, il y a plus de 350 000 musulmans. Je dis bien 350 000 musulmans. Mais ça se passe très, très bien. Il y a des Français, il y a d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine. Et des gens qui cohabitent dans les écoles, dans les lycées, de partout. Mais il y a une frange qui est raciste,
qui est xénophobe. Voilà, ils n'ont que ça à proposer parce qu'ils n'ont rien d'autre. Voilà. Et les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur de ce remplacement. On parle de ce remplacement. Dernièrement, il y a eu un débat ici à Marseille. Il y a une association la FAICA, c'est une association de fédération d'Africains, de Sénégalais, Maliens et tout ça. Bon, à la كل حال, m'a invité, comme on dit chez nous. Et ils ont essayé de parler de cette immigration, qu'est-ce qui... Il y avait même le préfet de Marseille qui était présent. Et un débat correct et poli, tout ça. On parlait d'intégration. Si, Mohamed, quand vous avez de la famille, quand vous avez vos propres parents, que vous enterrez dans ce pays qui est la France, ça s'appelle l'intégration, ça s'appelle quoi? Quand on enterre son père ou là, son cousin, ou là, quelque chose dans le monde de sa famille, on l'enterre dans un pays qui est étranger à leurs parents. Donc, c'est la véritable intégration, elle passe par là. Donc, il faut qu'ils cessent de pointer cette communauté du doigt. Et à chaque fois, on la montre du doigt, à chaque fois, on la montre du doigt. Et moi, c'est la presse algérienne, il y a 70 journaux en Algérie, des journaux francophones, des journaux. Et quoi, prenez ce combat à bras le corps. Répondez à chaque fois, vous avez la possibilité de répondre. Il ne faut pas laisser كما يقول لك نضربوا السمش بالغربال et après on se dit non, il faut combattre ces gens-là par les moyens de communication. Il n'y a que ça qui marche maintenant. On les voit à la télévision, on se pavaner. Il y a 4-5 jours de ça, la fête de l'Aïd. Et de tout le temps, les gens, quand il y a l'Aïd, pour se rencontrer parce qu'il y a beaucoup de monde, donc les stades qu'il y a dans les cités, on les utilise pour pratiquer la prière de l'Aïd. Un Mhm. journaliste de CNews, connu, très connu, il disait à un bonhomme, est-ce qu'en Algérie, les chrétiens vont dans les stades pour faire pour l'office pastoral ou la il y a des choses tellement la bêtise humaine. Ces gens-là, ils sont d'origine étrangère. Ça, c'est plus que sur l'espagnol, l'italien, mais il n'y a rien de. Voilà, Tfadal, c'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose, tfadal. Ben, tu sais ce que tu me dis à chaque fois, je suis effaré quand tu viens de citer, par exemple, cette espèce de réflexion. Est-ce qu'on laisse les chrétiens aller dans les stades? Mais d'abord, la communauté chrétienne, notamment française en Algérie, elle est là-bas, elle existe, elle n'a jamais été attaquée autant que je sache. Il y a eu quelques petits incidents à cas de droit commun, mais comparativement à la France, et ça a été devant les tribunaux, on a condamné les perpétrateurs. Puis d'un autre côté, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, que les chrétiens n'ont pas droit à l'expression, non, il y a les églises, le pape était en Algérie, subhanallah, ça prouve quand même que l'Algérie est ouverte et qu'il n'y a pas une restriction religieuse, sinon on n'invite pas le pape. Bon, il y a des cathédrales à Saint-Augustin, il y en a une à Oran, il y a Notre-Dame d'Afrique, etc. Il y a même des Algériens qui se sont convertis à la religion chrétienne. Bon, maintenant, ce n'est pas interdit, chacun peut choisir sa religion. En Algérie, il y a la constitution, il y a le droit dans la Constitution, c'est-à-dire la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est vrai que l'islam, c'est la religion d'État en Algérie, bien sûr, mais il y a la liberté de conscience, ce qui veut dire que, bon, vous pouvez avoir la religion que vous choisissez et même de ne pas avoir de religion. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, en tout cas dans l'esprit de l'article et dans la Constitution algérienne. Mais, autant que je sache, la promiscuité, oui, ça c'est quelque chose qui est interdit. Ça, à faire les missionnaires, etc. Bon, on peut en parler un peu plus longuement, mais pour les gens qui veulent aller prier, mais c'est en toute liberté. On fête Noël, on fête le Nouvel An, etc. Il n'y a jamais eu de problème. Bon, il y a toujours des gens qui reprennent des petites, comment on dira, des anecdotes. On a interdit la bûche, c'est là. Mais la communauté chrétienne, autant que je sache, autant que pourtant je m'informe assez sur l'Algérie, j'y vais souvent, les chrétiens n'ont jamais été embêtés ou, comment dirais-je, interdits de prier, notamment les Français qui sont en Algérie. Je pense que pour la plupart, lorsqu'ils sont en Algérie, ils trouvent qu'ils sont plus en sécurité en Algérie qu'en France. Mais bon, ça, c'est un autre point de vue. Mais maintenant, pour revenir, ce qui me chagrine le plus, c'est maintenant, moi, j'ai des difficultés lorsque je regarde les télévisions françaises, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, de distinguer le vrai du faux.
Il y a tellement de propagande, il y a tellement de radicalisation des opinions, on parlait du grand remplacement, etc. Et la manipulation émotionnelle, lorsque vous avez des quartiers qui sont très très durs, le 93 par exemple, etc. C'est une communauté, effectivement, où il y a beaucoup d'immigration. Et bien sûr, les écoles, c'est les plus mauvaises écoles qui puissent exister. L'éducation n'existe pas parce qu'il n'y a pas de suivi. Évidemment, il y a de la délinquance. Mais il y a de la délinquance, c'est pas parce qu'ils sont maghrébins ou africains ou musulmans. Non, tout simplement parce que la République, elle a oublié ces enfants-là. Et ces enfants-là, ce sont les petits-enfants de ceux qui se sont battus à Verdun. Ce sont les petits-enfants qui se sont battus en Provence. Ce sont ces petits-enfants que l'on a laissés, on les a ghettotisés. Et évidemment, après, on parle de communautarisme, on va faire des lois sur le séparatisme, etc. Mais ça, ce qui me choque le plus, un pays qui se dit un pays des droits de l'homme, il ne faut pas oublier, bon, dernièrement, sur la télévision, on parle beaucoup de Victor Hugo, on parle de Lamartine, on parle de Isabelle Eberhardt, on parle de, je sais Napoléon pas de III. quel, On parle de de Napoléon Napoléon. III, il y a exactement un excellent livre que je peux citer, c'est Louis Blin lorsqu'il dit Victor Hugo et l'islam, et il parle de Lamartine dont la petite fille, Apolline de Saint-Pion, est devenue musulmane, et c'était quand même la femme du ministère des Affaires étrangères au début, enfin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On parle de René Gonan. Mais ça, c'est dans des esprits, c'est limité, si tu veux, dans l'académia, au niveau universitaire, et les gens qui se convertissent, tout ce que je viens de citer là, mais ce sont des sommités. Lamartine, Napoléon, Victor Hugo, même Victor Hugo avec son discours devant l'Assemblée nationale qui était très très raciste, en fin de vie, il a écrit des pièces sur les oracles, etc. C'est quoi? C'était sur l'islam, la beauté de l'islam. Napoléon, il faut voir ce qu'il dit sur l'islam. Lamartine, c'est lui qui a commencé à faire les premières, enfin pas commencé, mais il a vraiment encouragé la lecture de l'islam. Alors ça, on n'en parle pas. Par contre, on va mettre en exergue, comme tu disais, tu l'as cité, Bugeaud. Il y a encore des places Bugeaud en France. Et qui c'était Bugeaud? Mais c'est un boucher, c'est le boucher de l'Algérie. Et c'est ça où je dis que moi, les Français, je m'excuse, Nordine, là, j'accapare mais je vais te repasser mais c'est des choses, moi, c'est cette contradiction qu'entre un pays qui a tellement fait avec les orientalistes, etc., puis les islamistes qui ont fait de très, très grandes études. Bon, moi, je dis toujours à chaque fois, quand on s'intéresse à l'islam, la beauté de l'islam, c'est qu'il est ouvert à tous. Le Collège de France qui a été fait par François Ier, c'est pas venu comme ça. C'est parce qu'il a vu ce qui s'est passé dans le régime ottoman. Quand il a été revenu de son emprisonnement, il dit, moi, je veux avoir un collège de France qui va parler justement de cette culture et de la beauté et de ce que cette civilisation musulmane a donné comme héritage à l'Europe. La Renaissance, pourquoi la Renaissance? La Renaissance, la France, au XVe siècle, elle vivait, il n'y avait pas de toilettes au château de Versailles. Les gens étaient des illettrés à 90%. La Renaissance, c'est parce qu'ils ont découvert les écrits de Ibn Rushd, de Avicenne, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je voudrais, moi, que les Français retournent un petit peu à l'histoire. On a 132 ans de vie commune, entre guillemets, de vie commune. Maintenant, le passé est le passé, mais il faut écrire l'histoire. Il faut essayer, comme tu disais à juste titre, de prendre cette communauté de musulmans qui est française, qui fait partie intégrante de la République et qui a beaucoup fait pour libérer la France du joug nazi. Pourquoi on n'en parle pas? On me parle seulement des petits incidents qu'il y a eu ici et là. Non, parce que vous les avez laissés, ces enfants. C'est vous qui avez créé, qui avez ghettoisé ces pauvres petits-enfants dont le grand-père s'est fait tuer à Verdun ou bien sur les côtes de Provence pour libérer la France, ce grand pays. Tfadal, je m'excuse, je suis émotionnel là. Tout à l'heure, vous avez parlé de Napoléon. Napoléon, lorsqu'il a la conquête d'Égypte, la Mhm. première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de très important. Si on prend la Constitution française, avec tous les acquis, ce qui est bon et ce qui est mauvais, on peut dire que 80% de la Constitution française, on peut la comparer à l'islam. Les allocations, Mais bien sûr, absolument. tout. Et lui, quand il est revenu d'Égypte, c'est là qu'il a commencé à parler de la Constitution française et tout, de ce qu'il a appris de là-bas. Là, en France, c'est Mohamed. Il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, il y a des musulmans dans une commune de France que j'ai pas le nom en tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces musulmans n'ont pas trouvé un endroit pour faire la prière. Eh bien, c'est le curé de la région.
qui est venu, il leur a proposé, il a dit si ça ne vous gêne pas, chaque vendredi, venez faire votre prière avec moi. C'est tout. Bah, Non, le problème, c'est Mohamed, je ne dis pas que le. C'est vrai que le peuple français, il a un passé, il a une culture, on ne peut pas lui nier ça. Quand on dit ils sont capables du bon comme du mauvais, mais il y a beaucoup plus de bon. Mais malheureusement, il y a une minorité raciste, xénophobe, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, il n'y a rien d'autre. Voilà. Mais moi, je pense à mon avis, parce qu'ils savent qu'ils ne le veulent pas. Le taux de natalité, c'est Mohamed. Pour la première fois dans l'histoire de France, en 2025, il y a eu beaucoup plus de décès que de naissances. mhm. Beaucoup plus de décès que de naissances. Je crois les naissances dans les 625 000 à peu près, et les décès dans les 850 à 800. C'est catastrophique. Ils sont obligés de fermer des classes, ils sont obligés de fermer des écoles, ils sont obligés de fermer. Il y a plus d'enfants pour prendre toute cette. Donc, qu'on ne le veut pas, ils sont condamnés. Mais simplement, moi je dis que la plupart, si demain, on ne le souhaite pas que la France elle soit attaquée par un pays, les premiers qui vont défendre ce pays, j'en suis persuadé que c'est les Algériens en premier qui vont y aller. Parce qu'ils ont l'Assad. Ça, j'en suis persuadé. Comme ils l'ont fait par le passé. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Mohamed. Un jour, on fera une émission sur toutes les armées françaises de 1830 jusqu'à 1962. Et les militaires français, ils ont été au Mexique, ils ont été de partout. Et ceux qui formaient cette armée, la plupart, c'est des armées qui venaient de l'armée d'Afrique. Des colonies, hein. Les Mhm. Zouaves, tout ça, ils sont d'origine algérienne. Et ils ont donné leur vie pour ce pays. La preuve, au Mexique, je crois qu'il y a même un monument dédié à l'amiral Abdelkader. Mhm. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que la communication, c'est quelque chose de très important. Pour communiquer, il faut que la presse de l'autre côté de la Méditerranée, c'est Mohamed. Si vous avez un message, si vous le connaissez, il faut que vous. Ça, on ne parle pas de repentance. On ne parle pas de vous allez me payer ou là, vous allez m'indemniser. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que d'une seule chose, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé de 1830 à 1962. Moi, quand on voit les atrocités qu'il y a eu, et oui, c'est tout, pas plus. Et ça va apaiser. Ça va apaiser. Et par la même occasion, je conseille à des gens qui nous écoutent, il y a un livre qui a été écrit par un jeune de Kabyle, si on peut l'appeler comme ça, et qui a été obligé de changer de nom. Il s'est Mhm. donné un nom français parce qu'il a écrit un livre, Le pain des Français, le titre du livre. Et le titre, Le pain des Français, il parlait d'une fille qui s'appelait Zohra, qui a 7 ans. Et cette fille qui a 7 ans, qui est appelée Zohra, son crâne, il se trouve au musée de l'homme à Paris. Donc il a Mhm. enquêté, il a tout fait pour pouvoir récupérer ce loin. Mais il faut voir la presse. La presse, ils n'en parlent pas de ça. Ils n'en parlent pas de ça, Non, c'est bien pas sûr que non. Non. impossible. Ils ne parlent pas de ça. Une fillette de 7 ans, son crâne, il est ramené en France comme un trophée. C'est ça la communication. C'est ça qu'est-ce qu'il faut. Et lui, il parle le pain des Français. Je n'ai pas son nom en tête, mais le pain des Français, il y a un très beau livre. Hein. Mais on ne parle pas Mhm. beaucoup, parce qu'il faut éviter. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut, il faut éviter. Tout à l'heure, vous parlez du pape. Le pape, il a visité l'Algérie avant d'avoir visité la France. Il a visité l'Algérie avant d'avoir visité notre pays. Et beaucoup de gens, il ne leur a pas plu. Mais il fait partie de l'église de Saint-Augustin. Saint-Augustin, il est où en Algérie? Il n'est pas ailleurs. Et juste une anecdote, c'est Mohamed à Saint-Augustin. Parce que c'est la cathédrale de Annaba à Saint-Augustin, et elle sert aussi pour les personnes âgées. Des personnes âgées qui vivent et c'est les seuls, c'est eux qui gèrent tout ce patrimoine, des gens, des EHPAD, voilà. Et chaque année, il y a 40-50 ans en arrière, chaque année, elles font le tour des commerçants pour faire une quête, pour Mhm. préparer un peu d'argent, pour pouvoir nourrir tous ces gens. Et les gens de chez nous, هذه يحكيها لي واحد كان تما يترافايي, il leur donnait à manger. Ils s'occupaient d'eux, et de temps en temps, ils se bohment. يقولوا هذه كفرة. يعني tu vois, الواحد وهكاك يفهموا, ils comprenaient la langue arabe et tout ça. Ben, bien sûr, oui. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, c'est la communication. Il y a eu un code, il y a eu l'abolition du code noir il y a 4 ou 5 jours de ça.
à l'Assemblée nationale Oui, française. c'est vrai, oui, j'ai lu ça. Et Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose, tfadal. Ben là, tu sais, tu abordes toujours des sujets, enfin, tu ouvrais vers le pont de la boxe quand tu parlais tout à l'heure, bon, de le pain des Français. Bon, on peut citer plus proche de nous. C'est quoi les 30 glorieuses en France? 50, 60, 70. Qui est-ce qui on a été chercher pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale? Et on va appeler ça les 30 glorieuses. Les chaînes de Renault, les mines du Nord, les usines textiles de l'île Roubaix-Tourcoing, etc. Mais c'était la plupart, enfin, moi j'ai grandi à Tourcoing, je veux dire que 50% de ces usines étaient avec la population active des Maghrébins qui étaient là, qui venaient d'Algérie. Au départ, c'était des réfugiés économiques, et après, c'est devenu des éléments économiques pour sortir la France de ses sillons et pour la reconstruire. Maintenant, tu parles comment dirais-je, de cette intellectualité côte à côte en France, mais ils veulent pas reconnaître ça. On s'intéresse plus à le côté des médias, de traiter l'islam dans la boue, de traiter les Arabes dans la boue, etc. Mais je vais encore répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le travail qui doit être fait. Il faut construire des ponts, comme tu as dit à juste titre, on ne peut pas oublier les 132 ans de colonisation, etc. Mais il y a quand même des familles qui se sont constituées. Il y a des Français avec des Algériens avec des Français, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? C'est quoi ce grand remplacement dont il parle? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Tu prends Saint-Augustin, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est comme tu disais à tutrice, c'est un hospice, etc. Moi, j'ai visité, mais il y avait aussi un centre éducatif. Saint-Augustin, c'est aussi le lycée. Et personne n'a jamais rien dit, au contraire. Ah, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on veut ignorer toute cette coopération qu'il y a eu pour juste montrer ce côté négatif de la communauté arabo-musulmane ou maghrébine, même africaine, hein, en France. Ça, encore une fois, Nordine, je vais me répéter, tu parles de communication, mais quand tu prends les médias, puisque la communication, c'est les médias, c'est les journaux, qu'est-ce qu'on passe à longueur de journée dans les télévisions? Qu'est-ce qu'on passe? Quand tu regardes la télévision française, si j'enlève les critiques qu'il y a sur l'islam et les critiques qu'il y a sur l'immigration, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et on s'accroche sur ça. Est-ce que toi, tu dis que c'est l'extrême droite? Moi, je vais plus loin. Macron, quand il s'est fait réélire, il a pris certaines idées de Madame Le Pen. Zemmour, c'est pas quelqu'un qui est né comme ça, juste comme le vent. Non, il y avait comment dirais-je, il a réussi, en tout cas au départ, hein, il a réussi à dire aux Français que les malheurs de la France, c'est l'immigration. L'islam, c'est ici, bien sûr, des faussetés historiques, que l'Algérie n'a jamais existé avant l'arrivée des Français, etc., etc., etc. Malheureusement, cette intoxication, pour le nouveau Français moyen, oui, c'est de la faute de l'Africain, c'est de la faute du musulman, c'est la faute de l'Arabe, que la France aujourd'hui se trouve dans les sillons de misère dans laquelle elle se trouve. Tu parlais de dépopulation. Oui, le taux de natalité est un des plus faibles au monde. Qu'est-ce qui va le reprendre? Ben, c'est justement ces familles françaises d'origine africaine et maghrébine. Et maintenant, la communication, encore une fois, Nordine, quand tu veux faire de la communication, il faut être deux. S'il n'y a pas quelque chose en face, s'il n'y a pas le miroir de ta communication, ou alors c'est un miroir qui est déformé, ça va donner ce que ça a donné. Maintenant, 30% de l'électorat, je dis bien, je répète et ça me fait peur, 30% de l'électorat français, c'est-à-dire des gens qui votent, ils votent l'extrême droite. Donc, je pense que la communication, oui, mais quel genre de communication? La vérité, l'intégrité politique, je veux dire, elle doit être des deux côtés. Et aussi, et c'est là où je te rejoins, il y a de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi la communauté en France qui doit se réveiller. C'est vrai que maintenant, on a nos médecins, on a nos avocats. Si on prend les salles d'urgence dans les hôpitaux de la région parisienne, ça, ce sont tous d'origine maghrébine. Mais il n'y a pas ce militantisme qui doit être là pour lutter contre Comme tu l'as dit à plusieurs reprises sur la chaîne lors de nos émissions, si seulement la communauté d'origine maghrébine, d'origine africaine, de confession musulmane allait voter, elle peut décider du résultat des urnes. Tfadal. Ben, ça, pour le résultat des urnes, moi, j'en suis persuadé, parce qu'on a eu quand même une expérience dernièrement aux élections municipales, et c'est une expérience à l'échelle nationale. Pour la première fois dans l'histoire de France, non, il y a eu déjà un maire d'origine, je crois, gabonaise, qui était dans le nord de la France et qu'on a insulté et tout ça. Mais c'est la première fois quand même, une ville comme Saint-Denis et tout ça, ben, le maire un malien, Saint-Denis, Abreu, Aubervilliers, oui. et on critique, on le critique parce que Bien sûr. non, c'est
Moi, j'en suis, et j'ai toujours dit, je maintiens ma position, j'en suis persuadé que le prochain président de la République française, il sera désigné par la communauté musulmane. Parce qu'il n'y a pas Mm. que la communauté musulmane, c'est moi. Il y a des musulmans en France, peut-être ils sont 7, 8 millions, 9 millions à peu près. Mais il y a les autres Waouh, communautés. 9 millions maintenant, waouh, waouh, ouais. Oui, mais il y a les autres communautés. Il y a les communautés d'origine de toute la planète, du monde entier Mhm. qui vivent dans ce pays. Et ce gens-là, j'en suis persuadé qu'ils ne vont pas voter pour l'extrême droite. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que de ce côté-là, le langage, donc, dans 4-5 mois, il va changer complètement ils sont obligés, même à les hommes politiques, ils n'ont qu'un seul refrain. À chaque fois, ils le répètent devant les gens, c'est l'Algérie. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Mhm. L'ancien Premier Mhm. ministre du Havre, j'ai complètement oublié son nom, qui se présente pour les élections présidentielles. Mhm. De suite, il parle de l'Algérie. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le débat avec. Et en plus, il a grandi parmi eux, à Rouen. Voilà. Ouais, Vraiment. المشكل Rotaillot, il n'y a que l'Algérie. Si on lui enlève l'Algérie, c'est fini. Il n'a rien à présenter au peuple français. Un pays qui a 400 milliards d'euros de dette, un pays qui est au bord de la faillite, un pays mené, et en plus de ça, vous voulez, il y a que, il y a que ce qui les intéresse, c'est d'être élus, de toucher une bonne paye, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ils s'en foutent éperdument du peuple français. Éperdument du peuple français. Mais moi, je suis conscient qu'il faut un sursaut de toutes les communautés des Français d'origine étrangère, qu'ils soient arabes, ou qu'ils soient africains, ou qu'ils soient américains, quels qu'ils soient. Il faut qu'ils se prennent quand même, c'est à eux de se défendre, c'est à eux de se préparer Mhm. pour les prochaines élections. Et quand on voit qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections municipales, qui aurait cru que Marseille, c'était presque, avec tous les sondages, parce que même les sondages, ils sont manipulés. Tous les sondages Mhm. avant l'élection municipale à Marseille, 90% des sondages, Front National en tête, Front National en tête, Front National en tête. Et lorsqu'il y a eu les élections, ça a été le contraire. C'est vrai parce qu'ils maintiennent les médias, ils sont en leurs mains. Donc Bah oui, mais c'est à c'est ça, eux, ouais. ils manipulent, c'est ça. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est Mohamed. Fadal, c'est Mohamed. Enfin, je sais que je crois qu'on est pris par le temps. Je sais pas de combien de temps il nous reste parce que je veux Il nous pas reste, monopoliser il nous le. reste à peu près dans les 5 minutes. Ben, moi, puisqu'il nous reste dans les 5 minutes, d'abord, bon, je voudrais, là pour une fois, moi je vais, je vais le dire avant toi, conseiller un livre, c'est le livre de Louis Blin sur l'islam et Victor Hugo, l'islam, et l'autre, c'est sur Lamartine. Et je vais reprendre liberté, égalité, fraternité, terre France. Moi, je vais le changer un petit peu en ce qui concerne la communauté Tana. Je voudrais qu'on dise que c'est la liberté d'expression qu'il faut redonner à ces minorités. C'est aussi les représentations médiatiques, parce qu'on parle de liberté, d'égalité. Il faut qu'il y ait une égalité dans la représentation médiatique. Et liberté, égalité, fraternité, fraternité, une fraternité politique. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement une compétition politique en France. Tout est basé sur jeter la pierre à ces. Il faut que la communauté musulmane, africaine, maghrébine en France, qui sont des Français, je répète, dont leurs grands-pères et pères sont peut-être morts pour libérer la France, il faut que l'on revienne à cette liberté, égalité, fraternité, expression expression, représentation médiatique et compétition politique, représentation politique. Et je pense que si on fait cette tripartite, cette trilogie, dirais-je, on va la France a tout à y gagner. Tfadal. Voilà, moi j'ai un livre à présenter. On est presque bientôt l'anniversaire de la mort de Messali Haj, Allah yarhamou, le 3 juin Ah, là, oui, 74. on devrait, oui, s'il te plaît, dis quelques mots pour les. Et c'est Oui. un très beau livre que je conseille. Hmm. Ah Voilà. oui, oui. Ouais. Et c'est- Tu peux leur dire, parce qu'on ne voit pas bien sur l'écran, tu peux leur lire, alors mets ça les Hajj et puis l'édition, et voilà, c'est Messali Haj, quel est il a été écrit par Khaled Merzouk et ses compagnons à exact, yes. Tlemcen. Récit et anecdote de son époque, de 98 à 74. Préface de Ah, maître Abdelhak Ben Lachnou. Dar Othmania, c'est une maison d'édition qui se trouve à Tlemcen.
Voilà, C'est un très beau livre, très instructif. Oui, oui, il faut vraiment le recommander. Je le recommande fermement. Oui, voilà. Et mais ça son les حاجة anniversaire, c'est le 3 juin. Allah yarhamou. il Voilà. faut lui redonner sa place il faut lui redonner sa place dans l'histoire Voilà, non seulement de l'Algérie, mais de la France aussi. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Sa femme est française. Ses enfants c'est- sont français. Enfin, Inch'Allah, on fera une émission spéciale pour lui. Inch'Allah. Ah, aussi, Nordine, ce que j'aimerais que tu dises, avant de nous quitter, puisqu'on parle de cette intégration, est-ce que tu peux dire deux mots à nos auditeurs pourquoi la mosquée de Paris a été créée, s'il te plaît? Et comment elle a Euh, été créée? C'est-à-dire la mosquée de Paris, elle a été créée parce qu'on a voulu, yani, avec les sacrifices de la communauté musulmane pendant la Première Guerre mondiale, Voilà, ce que je voulais, qu'ils ont oui. donné leur vie pour ce pays. Et normalement, c'était pas une mosquée, normalement, c'était un institut, sur une Exact. charte d'université. Mais après, il y a eu un chamboulement. L'université, ça donne d'espoir, ça donne de l'expérience de la science et ainsi de suite. Mhm. Derrière la mosquée de Paris. Ouais. Mais on fera une émission spéciale pour la mosquée. Ah oui, Parce je voulais que tu en parles, parce qu'on il n'y parlait a des pas de musulmans souci. en Inch'Allah, la France. prochaine fois, on fera une Mhm. émission spéciale pour Messali en même temps pour la mosquée. Parce que Messali, il est Mhm. impliqué aussi. Allah yarham. Ah ben, merci en tout cas, merci encore une fois à Radio Le Rabat de pouvoir nous donner l'occasion de nous exprimer sur ces problèmes qui sont d'actualité. Merci à la technique, merci à Samira et puis à toi, Nordine, bien sûr. Inch'Allah, Comme à bientôt. toujours, Inch'Allah, tu es aussi éloquent et brillant. Merci, Nordine. Inch'Allah, merci bien.